Bonjour Thibaut et Aymeric, vous allez bien, vous avez suivi un petit peu le plateau sur l'intelligence artificielle. Oui. C'est passionnant, on a déjà des réactions, c'est une avancée majeure. Pour autant, doit-on dire qu'elle est indispensable? À mon sens, non. C'est Karim Cahuzac qui nous dit ça, mais je suis sûr que les débats vont être interminables sur l'intelligence artificielle. Alors là, on parle d'ESG. Quelques instants, on fait une pause dans cette séquence technologique qui t'est chère, Philippe, et on en parle avec Thibaut Mielic, responsable ESG chez Lazare, et Aymeric Blon, gérant de portefeuille chez Taylor AM. Merci infiniment à tous les deux. La question, elle est simple. L'ISR a contribué à la construction de la performance dans vos décisions, question qui est devenue fondamentale dans les portefeuilles aujourd'hui. Oui, complètement. C'est un thème qu'on avait d'ailleurs abordé l'année dernière avec le Investir autrement, et qui est vraiment fondamental aujourd'hui. C'est une lame de fond. J'avais quelques chiffres qui représentent l'investissement qui a été fait par les conseillers en gestion de patrimoine sur la partie ISR sur l'année 2021. Alors j'ai surtout les chiffres du premier semestre, mais globalement la part dans le stock. Alors le stock, il y a tout ce qui a été constitué depuis 25 ans, donc ça ne bouge pas très vite. On était à 0 ou 1% ou complètement symbolique il y a de cela, on va dire 4 ou 5 ans. Et là, aujourd'hui, on est sur une proportion des unités de compte qui est proche de 10%. Donc c'est des montants qui sont quand même importants, et c'est presque, on va dire, 35 ou 40% de la collecte aujourd'hui qui se fait sur des investissements qui sont qualifiés d'ISR. Alors, l'offre est plus grande, on va en parler tout à l'heure. Tout de suite, l'offre est plus vaste, bien évidemment, donc il y a plus de choix. Néanmoins, il y a un vrai besoin des épargnants de donner du sens avec cet investissement. Alors, question à tous les deux. Quelle est votre approche de l'ISR? Déjà, je pense que vous avez raison d'évoquer la partie chiffrée, c'est que être gérant ESG ou d'avoir une approche ESG, c'est plus quelque chose d'anachronique pour des gérants un peu hippies, comme il y a 16 ans, quand j'ai commencé dans l'ESG. C'est vraiment, ça devient vraiment une lame de fond, ça devient quelque chose d'un peu systémique, qui va devenir, je pense, quelque chose une norme de place, tout simplement. On voit dans les flux. C'est le must-have, finalement. Oui, oui. On est obligé on sera peut-être obligé d'avoir ce label ou... Oui, parce que les gestions ont montré qu'elles arrivaient à faire de la performance avec ces normes ESG et ISR. Alors ISR étant le label français et ESG étant un label un peu plus global. Mais il faut savoir qu'effectivement, en 2018, on a levé 600 milliards d'euros sur les thématiques ISR et ESG. En 2020, c'était 1000 milliards. Et 25% rien que sur le label ISR français. Donc effectivement, c'est une lame de fond, je pense. Donc 250 qui va milliards. S'installer dans la durée, absolument. Ouais. Plus sur le label français. C'est très stimulé aussi par les pouvoirs publics, non, je présume, puisque quand on voit que sur le plan de relance, 30 ou 35% seront consacrés à la transition environnementale, enfin, il y a une texture ESG qui est dans tous les esprits aujourd'hui. Thibaut, peut-être. Oui, c'est tout à fait vrai. Nous, chez Lazare, ce qu'on essaie de faire, notre philosophie, puisque vous nous demandiez, vous nous posiez cette question-là, notre philosophie, notre approche de l'ESG, elle cherche justement à donner une vision plus économique de ces sujets-là, de ces problématiques qui, on trouve peut-être malheureusement, sont trop souvent accaparées, soit par des considérations morales ou éthiques, soit par la politique. Vous veniez de l'évoquer, et on développe une analyse très économique du sujet, à la fois des questions climatiques, des questions de biodiversité, de lutte contre la pollution, sur les sujets S, bien sûr, les questions de discrimination, de lutte contre les discriminations, bien sûr, et plus largement de développement des compétences. Vous en parliez à la table ronde sur l'intelligence artificielle, c'est un enjeu qui fait le lien, qui fait le pont entre intelligence artificielle et ESG. Merci pour ce propos liminaire. On va regarder une chronique qui va évidemment vous intéresser et on poursuit la discussion sur le règlement SFDR. C'est quoi pour les CGP? Et c'est Laetitia Barrier. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Transparence, encore plus de transparence, toujours plus de transparence. Notamment avec le SFDR qui est entré en vigueur le 10 mars dernier et qui contraint les acteurs des marchés à de nouvelles obligations quant aux critères ESG. Une question d'importance quand on sait que les 3/4 des Français sont sensibles à l'impact de leur placement sur la qualité de l'environnement. Que cherche le régulateur? Garantir plus de transparence dans l'information transmise aux particuliers. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous, CGP? Vous êtes d'abord tous concernés, que vous ayez le statut de CIF, de COA, les deux ou un seul des statuts. Depuis mars dernier, seuls les producteurs sont contraints.
Une deuxième mesure qui devait entrer en vigueur ce mois-ci ne s'appliquera finalement qu'à compter du 1er juillet 2022. Elle vise à régir de façon plus stricte et harmoniser la communication d'informations extra-financières et la publication des données ESG. Pour les sociétés de gestion, cela va se traduire par l'obligation de publier une fiche d'information standard où devront impérativement figurer certaines caractéristiques du produit, notamment s'il intègre ou pas les critères ESG, s'il a un objectif d'investissement durable sur une durée déterminée et par exemple, quels sont les indicateurs de suivi. Pour vous, CGP, cela va se traduire par l'obligation de publier sur votre site internet des informations sur l'intégration des risques de durabilité dans vos conseils et sur la manière dont vos politiques de rémunération sont adaptées à cette intégration. Je rappelle que le risque de durabilité est un événement dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance qui, s'il survient, pourra avoir une incidence sur la valeur de l'investissement. Jusqu'en 2023, d'autres étapes sont prévues. En août 2022, sont censées entrer en vigueur de nouvelles moutures des directives de distribution, MIF 2 et DDA. Elles vous obligeront à définir l'appétence au risque extra-financier de vos clients, afin de leur proposer une offre adaptée. Vous devrez donc indiquer si vous prenez en considération les incidences négatives lors de votre conseil ou le justifier dans le cas contraire. De surcroît, vous devrez également introduire dans les informations précontractuelles l'évaluation des risques de durabilité sur le rendement des produits financiers que vous conseillez. À défaut, vous devrez fournir dans ces informations précontractuelles les raisons pour lesquelles vous ne l'indiquez pas. Dernière phase, en juin 2023, le régulateur va contraindre les acteurs à suivre une liste d'indicateurs dans le temps, tels que le taux d'émission de gaz à effet de serre ou le ratio de diversité dans les conseils d'administration. Ces chiffres prouveront ou non l'impact réel des fonds dits responsables sur l'environnement et la société. Et permettra aussi et surtout de simplifier la tâche des épargnants pour comparer deux produits. Bref, je vous encourage à vous former sur le sujet auprès de vos partenaires et de vos associations. Cela vous permettra premièrement de mettre en place les différentes procédures et mentions à faire apparaître sur vos sites internet dans vos différents documents précontractuels et dans ceux qui matérialisent votre conseil. Deuxièmement, de répondre notamment à la question « Comment sélectionner un bon fonds ISR ? Quels sont les critères à analyser ? Quelles sont les questions à poser aux sociétés de gestion pour tester la solidité des process présentés ?» L'investissement durable, c'est bien, mais en comprenant le jargon et la technicité, c'est mieux. On attend donc avec impatience des normes techniques claires et transparentes qui nous indiqueront les modalités à mettre en place. Et beaucoup de questions que je relayerai dans un instant, mais je crois que tu en as une avant, Philippe. Oui, alors après, c'est une question qui est importante par rapport à ça. On parlera de performance de l'ISR ou du chewing-gum qui collait sur l'ISR en disant que c'est moins performant que le reste après. Mais une question qui est importante, c'est qu'en fait, finalement, et d'ailleurs, je refais le rebond sur la chronique de Laetitia, c'est qu'il y a énormément de critères. Par rapport à ça, il y a les critères ISR, ESG, Greenfield, il y a les labels luxembourgeois, les labels belges, etc. etc. Fondamentalement, alors, globalement, l'épargnant, il ne voit pas forcément toujours clair, mais quels sont, vous, les filtres, quels sont, vous, les outils que vous utilisez dans votre investissement ? Ça je vais commencer, après je te laisserai un peu. Ça, c'est vraiment propre à chaque gestion. Hein. Chaque gestion va définir une méthodologie, ISR, ESG, et ça, c'est une méthodologie qui va être plus ou moins propre à chaque maison de gestion, en fonction de ses convictions, du degré d'importance qu'elle attache à certains critères. Vous évoquiez l'ESG, mais l'ESG, c'est E, environnement, S, social, G, gouvernance. Et pour chacun de ces piliers, on peut attacher un certain niveau d'importance et de pondération dans la note globale de chaque valeur. Donc ça a cette importance-là. L'ESG, pardonnez-moi, oui. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, ça s'est répandu en quelque sorte dans la façon de fonctionner, en plus. Elles y ont trouvé un intérêt. Alors au départ, c'était un petit peu contraint par les investisseurs, par un cadre réglementaire, par les consommateurs qui voulaient effectivement avoir consommé quelque chose qui aurait été produit selon des normes un peu plus ISR, ESG, respectueuses de l'environnement ou du social ou de la gouvernance. Mais au final, elles y ont trouvé leur compte. Enfin, on pense qu'elles y trouvent leur compte en tout cas, parce que quand on a des employés qui sont plus satisfaits, il y a moins de crise sociale, moins de grèves, moins de grognes, on a plus d'égalité au sein de l'entreprise, plus de mixité. On a
Oui, et ça fait bouger l'entreprise dans ses pratiques, en termes social, en termes d'environnement. Sur les sites de production, on a effectivement des normes de pollution plus tendues. Tout ça va faire que l'entreprise, quelque part, va un peu s'y retrouver et peut-être anticiper des crises futures. Aujourd'hui, il y a le crédit carbone qui est en train d'arriver, qui va aller impacter de plein de fouet beaucoup d'industries très, très polluantes, comme le cimentier, l'acier, Ouais. etc. Et ça, c'est des choses que si on a pu l'anticiper, et là, maintenant que les réglementations arrivent et vont commencer à s'appliquer et avoir des gros impacts sur les comptes de résultats des sociétés, les sociétés vont y trouver un petit peu leur compte. Vos filtres. Je vais rebondir sur cette remarque et la considération que l'ESG devient aujourd'hui la norme. Hein, c'est tout à fait juste. Après, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y aura des gagnants, mais il y aura aussi des perdants. Et justement, les filtres, ils sont là pour soit sanctionner ceux qu'on considère comme étant les grands perdants, c'est les entreprises concernées par les exclusions qui sont aujourd'hui la norme de place. Je parle des entreprises impliquées dans les armes controversées, impliquées dans la production de tabac et de plus en plus les entreprises qui utilisent le charbon thermique ou qui en produisent, voire qui en produisent. Donc ça, c'est les grandes exclusions qui aujourd'hui font consensus dans la place. Après, notre valeur ajoutée en matière de filtre, c'est d'intégrer à nos modèles, à nos process, cette capacité de projection, à voir quelles seront les entreprises qui seront gagnantes, qui ne seront pas à mettre à distance. Les entreprises qui sont soit en retard ou qui ne sont pas, selon nous, en capacité de rattraper leur retard, et de mettre en valeur au sens propre, de valoriser, d'intégrer à nos modèles de valorisation les entreprises qui vont bénéficier de ces changements qui sont absolument majeurs, non seulement pour s'adapter à la donne climatique, mais aussi en matière sociale, mais aussi en matière de gouvernance. Sondage en ligne, avant que tu ne poses la dernière question de cette première partie. L'ISR a-t-il un réel impact dans la construction de vos portefeuilles? Vous répondez oui ou non, et je relayerai le résultat de ce sondage qui vous intéressera forcément. Oui, pour la dernière question, dans l'idée, c'est qu'effectivement, on a toujours cette idée de dire que l'ISR, c'est super, c'est bien. Alors, il y en a qui disent que maintenant, on rentre dans certains cas dans du greenwashing, c'est-à-dire qu'on veut laver plus vert que bleu, ou on fait semblant d'être vert, plus exactement. La question qui se pose, c'est souvent, cette ISR est moins performante, et aujourd'hui, les chiffres vont plutôt dans l'autre sens. Et en fait, est-ce que vous avez des exemples chez vous, dans vos choix de valeur, ou dans vos convictions de gestion, qui justement illustrent ce surcroît, ce gain de performance par rapport à un indice traditionnel? Émeric, peut-être? Nous, déjà, ce que disait Thibault, c'est que l'exclusion des valeurs se fait en amont dans le process. On identifie les valeurs et on va les noter d'un point de vue ESG et les exclure d'office. Donc, d'entrée, il y a des sociétés qui n'ont pas leur place dans nos univers investissables, entre guillemets. Après, à performance comparable, dans la construction du portefeuille, à performance comparable et secteur comparable, on pourrait avoir des sociétés qui seraient quasiment identiques. Et à ce moment-là, le facteur différenciant, ce serait la notation ESG. Et là, on prendrait les valeurs immunotées. Donc ça, c'est déjà un point. Ensuite, on a des exclusions d'emblée de certaines sociétés qui seraient, dont on considérait qu'elles ne feraient pas bien les choses, tout simplement, parce qu'elles seraient sujettes à des controverses, parce qu'il y aurait des polémiques dessus, etc. Donc on les exclurait là aussi d'emblée. Et après, on a une veille extra-financière en interne dans les services de chez Lazard, j'en suis certain, et de chez Taylor, et où effectivement, tous les mois ou tous les trimestres, on réassesse un petit peu la situation pour voir effectivement quelle société peut rester dans les portefeuilles et est vouée à sortir parce qu'une nouvelle polémique émergerait. Donc là c'est vraiment une situation de construction de portefeuille un peu liquide qui bouge avec le temps. Et qui a son impact dans la construction du portefeuille. Avant de laisser Thibault répondre, juste le sondage, c'est assez étonnant parce qu'on est quasi à 50-50. Et depuis tout à l'heure, il y a des réponses qui arrivent. On est à 51-49 pour cet impact dans la constitution, dans la construction des portefeuilles. Donc on voit que ça n'est pas encore tout à fait systématique. Ouais, on va essayer de contribuer, de contribuer à la performance de votre sondage. Ouais. Non, ce que je dirais, c'est que, on l'a déjà répété, l'ESG, ça devient la norme, non seulement parce que de plus en plus de personnes en sont convaincues, mais aussi parce que dans le contexte européen c'est encore plus vrai pour le contexte français, ça devient la réglementation, ça devient la norme au sens propre. Oui. Donc toutes les entreprises s'y mettent.
Là, l'écart de performance qu'on peut voir, que vous avez évoqué, entre les entreprises qui étaient en avance, nous, ce qu'on anticipe, c'est qu'il est amené à se réduire. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on fera moins d'ESG, mais ça veut dire que tout le monde s'y mettra et donc il y aura une convergence en fait de l'ensemble des entreprises vers ces meilleures pratiques. Donc cet écart de performance, on risque de le voir de moins en moins. Après, moi, un exemple que je trouve très parlant et qui plaît beaucoup en interne comme en externe, c'est l'exemple de la production automobile. Pendant assez longtemps et jusque très récemment, les fournisseurs de pièces auto, voire les constructeurs automobiles qui étaient orientés vers les véhicules électriques, leur performance boursière était tellement supérieure aux autres qu'on les classait dans la tech plutôt que dans le secteur auto. Oui. Donc c'est pas du tout, ça montre bien à quel point on rebat les cartes. Il va y avoir des changements absolument gigantesques qui vont être amenés par la prise en compte des critères ESG, parce que c'est une considération environnementale. C'est pour ça qu'on produit des véhicules électriques. C'est pas par la demande des consommateurs. Et vous voyez bien, on a essayé de rationaliser ça en distinguant les deux secteurs, alors que fondamentalement, c'est le même produit. Bravo, le même objet. Bravo, le sondage monte en faveur du oui, on est à 53, 50. J'ai un autre argument 54, bien sûr. Creuser encore l'écart, c'est effectivement la problématique de l'ESG, c'est pas tant d'identifier les bons acteurs, c'est surtout d'éviter les accidents. En notant les valeurs sur des facteurs, des considérations d'environnement, social et gouvernance, on peut s'éviter des accidents au sein des portefeuilles. On a l'exemple chez Taylor, je suis certain qu'on a aussi l'exemple chez Lazard. C'est par exemple des scandales, des fraudes comptables, des scandales de gouvernance, etc. Ça, c'est des choses qu'on a et qu'on a de manière un petit peu répétée dans l'histoire des entreprises et qui nous permettent, une fois que c'est identifié, de manière un peu précautionneuse au sein des portefeuilles, on dit nos règles ESG nous obligent à vendre les titres ou alors à minorer les pondérations. Et à ce moment-là, on va sortir des portefeuilles, des sociétés comme, par le passé, ça a été Wirecard, Solution 30, qui avaient effectivement, elles, des problématiques comptables ou de gouvernance. Et bien nous en a pris. Heureusement que ces normes ESG étaient là pour nous encadrer, nous, dans notre process, parce que d'un point de vue financier, on était convaincus qu'il fallait investir. Mais l'extra-financier nous a dicté effectivement la sortie du portefeuille. Bravo, on est à 60%. Tous les deux, vous avez creusé 10 points quasiment. Question très, très courte, pardonnez la naïveté d'ailleurs de ce que je vais dire, mais on a l'impression que ça génère tellement de performances aujourd'hui que tout le monde devrait se mettre à des placements ESG, non? Les flux sont en faveur des placements ESG. Là, il y a eu un petit recul en fin d'année parce qu'on est passé des placements en actions vers les placements obligataires. Il y a moins d'offres. En réalité, ISR, il y a moins d'offres qui intègrent l'ESG sur les placements obligataires, mais il y a un rattrapage qui se fait là en début d'année et qui est très visible. Et donc, l'offre va appeler la demande. La demande, de toute façon, elle est là. Si elle n'est pas réelle, elle est potentielle. Et le potentiel de croissance est très, En tout cas, c'est assez sûr, c'est assez sécurisé aujourd'hui, non? Rien n'est sûr. Rien n'est jamais sûr. À la bonne là, vous avez raison. On bascule dans la philosophie. Une société très bien notée d'un point de vue extra-financier peut basculer du côté des moutons noirs très très rapidement. D'accord. Mais voilà, ça permet de réduire le risque en tout cas. Alors, ça fera partie en tout cas des questions que je vous poserai. On va marquer une toute petite pause publicitaire. Vous allez voir, il y a beaucoup de questions autour de cette ESG ou ISR. Alors je ne sais pas si on peut véritablement parler de révolution, mais c'est vrai que nos économistes sont en train de considérer, de donner de plus en plus d'importance à un scénario de retour de l'inflation ou de hausse des taux. Et c'est vrai que ça a des implications en termes de gestion. Sur la partie action, on aura tendance à privilégier les secteurs cycliques ou alors des secteurs qui peuvent bénéficier d'un contexte de taux plus haut, tels que les banques européennes. Et puis par ailleurs, sur la partie obligataire, on aura tendance à privilégier des obligations subordonnées financières et à construire un portefeuille qui aura une sensibilité négative au taux d'intérêt. Aymeric Blon, vous êtes très sympa parce que vous nous avez en plus apporté un graphique pour qu'on comprenne cette génération de performance. On va peut-être le voir tout de suite et vous allez nous le commenter, ce graphique, comparaison des performances. Alors j'en ai amené deux. Lequel est... Très bien. Eh bien regardez, c'est le premier. Donc on est sur le fonds Taylor Action Avenir ISR. Alors, je vais le décrypter rapidement. Courbe en vert, c'est donc les valeurs ESG très bien notées aux États-Unis.
Et courbe gris et noir, ce sont les valeurs S&P et autres. D'accord. Voilà. Donc c'est valeurs américaines. La temporalité, c'est un tout petit peu avant et après la crise Covid. Ok. Donc c'est en fait là ce que le graphique illustre, c'est la capacité des sociétés ESG, en tout cas leaders dans l'ESG, à rebondir après un choc systémique de type crise sanitaire. D'accord. Et donc on voit qu'effectivement les sociétés ESG ont très très bien rebondi et Elles ont fait un remontent. écart de performance très important. Là on est à 20%, je crois. 20%. Allez, à la louche, on va dire 20%, effectivement, en le voyant comme ça. Deuxième graphique, peut-être, que vous allez nous commenter. Oui, alors donc là, on parlait donc des États-Unis, donc une zone plutôt mature d'un point de vue réglementaire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on l'évoquait avec Thibault, c'est ce qui a dicté au départ l'ESG, c'était le réglementaire, donc des normes sociales, normes de gouvernance, etc. Et donc les sociétés étaient encadrées par ça. Mais dans les pays émergents, par exemple, donc les pays où il y aurait moins on aurait moins imposé les normes, Ouais. on voit effectivement un écart de performance qui s'est considérablement creusé. Là, c'est sur 10 ans. Et on voit que l'écart de performance est massif. On est 60% d'écart de performance entre les sociétés ESG de pays émergents et les sociétés de pays émergents non ESG. Et on voit qu'effectivement, quand les sociétés ne s'astreignent pas à une logique ESG dans le temps, on voit un écart qui est réel, qui se creuse. Et contrairement à tout ce qu'on a pu dire et penser par le passé, l'ESG crée la performance et crée la surperformance par rapport à des sociétés non ESG. Oui, donc ça montre malgré tout la stabilité, en tout cas sur le long terme, et l'écart qui est important. Véronique Delcourt nous pose une question. Les fonds patrimoniaux ont déçu en 2018 et ils semblent revenir sur le devant de la scène en 2021. Quelle est votre vision, peut-être Thibault ? Nous, on met particulièrement en avant l'ensemble de notre gamme patrimoniale chez Lazard Frères Gestion. Après, il se trouve que j'ai participé directement à la labellisation ISR de notre fonds Lazard Patrimoine SRI, et c'est vrai qu'on considère qu'un fonds patrimonial de ce type, c'est-à-dire exposé à l'ensemble de l'univers mondial, a sa pertinence à la fois en matière ESG. On a surpondéré le pilier E parce que ça a une cohérence, à notre avis, d'insister sur la problématique climatique et environnementale quand on est exposé aux actions mondiales, parce que ces problématiques-là se posent au niveau mondial. C'est peut-être un peu moins vrai pour le social. Et à l'inverse, ces fonds patrimoniaux, ils ont été créés justement pour répondre à des épisodes de forte volatilité. Là, Lazard Patrimoine SRI, il a été créé en 2014 en période de forte volatilité. Et là, c'est particulièrement pertinent aujourd'hui. Et sa caractéristique principale, enfin une de ses caractéristiques, c'est de pouvoir s'exposer en sensibilité taux négative et donc pouvoir bénéficier d'une hausse de taux futurs. Donc là, pareil, on est assez bien positionné pour l'avenir. Alors, dans un instant, je vous demanderai quel produit vous nous recommandez. Je vais grouper deux questions qui nous viennent de nos téléspectateurs. Jean-Christophe Boisdin d'abord. Va-t-on vers 80% par exemple de fonds labellisés, ce qui finirait par ne plus être différenciant ? Et puis Jean-Philippe Parent va un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que l'ensemble des fonds seront ISR demain ? Bref, est-ce qu'on va vers une quasi-totalité des fonds labellisés ISR ? C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec l'article 8 SFDR. Il y a une très 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 large majorité des fonds, en tout cas chez Lazard Frères Gestion et même au sein de la place, qui sont classifiés article 8 SFDR, donc c'est-à-dire ayant des caractéristiques environnementales et sociales. Pour ce qui est de la labellisation ISR, je n'ai pas de boule de cristal et je ne pense pas que l'ensemble des fonds commercialisés seront labellisés ISR. Ce sera d'autant moins le cas que le label ISR semble aujourd'hui avoir un peu de plomb dans l'aile. On attend tous un label européen, mais évidemment, on le dit et on le répète, l'ESG devient la norme. En tout cas, ça devient la norme des process d'investissement. L'extra-financier est totalement intégré au financier dans la majeure partie, enfin dans la totalité d'ailleurs de nos process d'investissement. Donc, s'ils ne sont pas labellisés ISR, en tout cas, ils intègrent tous dès aujourd'hui chez Lazard Frères Gestion l'ESG. D'accord. Alors, il y a une question par rapport au label européen qu'on attend tous. Après, tout dépend si c'est le moins 10 ans de tous les labels ou le mieux 10 ans de tous les labels, tellement il y en a. Donc, à voir effectivement dans sa constitution. Néanmoins, j'ai quand même une question, c'est que est-ce que c'est vraiment une thématique, je veux dire, occidentale, européenne, américaine, chez nous, enfin de l'ESG, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui infuse sur l'ensemble du monde entier ? On pense souvent à la Chine qui produit en polluant. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une influence dans ces pays-là ou pas ? Ouais.
Vous aimeriez que... Ok. Moi, je pense que oui. Est-ce J'ai que la l'impression pression, que Thibaut aussi ouais, pense ouais, aussi. est-ce que la pression de l'investisseur fait que ça peut bouger aussi les pays qui seraient... Mais ça fait bouger les lignes. Les normes ESG, et ce n'est pas forcément les normes ESG qui font bouger les lignes, c'est l'aspect réglementaire. Alors, en fait, tout commence par là. Quand on a commencé à produire des panneaux solaires, au départ, ça valait très très cher. Maintenant, ça vaut quasiment plus rien parce qu'il y a eu un aspect réglementaire qui a fait descendre les prix très très bas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, et donc maintenant, aujourd'hui, avec du solaire, on produit de l'énergie moins chère qu'avec du nucléaire. Donc voilà. Et c'est comme tout. À un moment, il faut un incentive un peu réglementaire qui va aller pousser les entreprises et les sociétés à transitionner vers des modèles plus vertueux. En Chine, clairement, la question, on a commencé par l'environnemental parce que la question de l'environnement s'est posée. On a dit l'environnement commence à nuire sur le sanitaire en Chine. On a vu pendant les JO, ils ont arrêté des usines. Chine, ouais. Voilà. Donc la Chine s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Notre modèle n'est pas vertueux. En plus, normalement, dans les grandes règles du confucianisme chinois, est inscrit le respect de la nature. Donc, effectivement, il y avait un petit peu une forme de schizophrénie. Et là, les choses commencent à se mettre en place. En Chine, on ferme les outils productifs les plus polluants, on essaie de les mettre à niveau, on investit beaucoup. Il y a des sociétés européennes très, très fortes là-dedans, américaines aussi d'ailleurs. Nécessité fait loi, là, en l'espace. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Au départ, c'est contraint par le réglementaire parce qu'on identifie des problèmes. Et puis après, quelque part, les choses s'imposent d'elles-mêmes. Et les sociétés commencent à identifier qu'elles en tirent des bénéfices et tangibles. Et donc, quelque part, au départ, ce qui était au départ forcé, devient un petit peu une démarche volontaire. Alors, avant que je vous donne le résultat du sondage, vos produits, vous avez 1 minute chacun sur les produits que vous nous recommandez. Les produits, on a plusieurs produits ISR au sein de notre gamme, mais bon, je vais mettre l'accent sur un produit qui est Taylor Action Avenir ISR. Qui est un produit large cap, Europe, ISR, comme son nom l'indique, et qui investit sur des thématiques un petit peu durables, séculaires. Donc c'est un méga tendance, comme la démographie, les thématiques de rupture, l'environnement. Voilà, on touche un petit peu du doigt tout est un peu rattaché, quoi, l'ESG, nos thèmes, etc. Et donc voilà, donc c'est un fonds qu'on estime de grande qualité, alors, avec de bonnes performances. Avenir ISR, et on voit effectivement les bonnes performances. Vous voyez effectivement son évolution sur l'extra-financier au fil du temps, depuis sa certification. Et voilà, c'est des choses que, effectivement, des notions ESG nous permettent de faire, c'est de mettre en avant des qualités intrinsèques de nos fonds, de nos produits. Thibaut, pour conclure. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais notre gamme de fonds ISR, elle recouvre l'ensemble des classes d'actifs. Aujourd'hui, chez Lazard Frères Gestion, on a 11 fonds labellisés, 6 fonds actions, 3 fonds obligataires et 2 fonds patrimoniaux, 2 fonds d'allocation diversifiés. Et je rappellerai que le fonds Lazard Patrimoine SRI est particulièrement bien positionné à la fois pour sa performance extra-financière, puisqu'il faut commencer par ça, ses émissions, en termes d'émissions carbone, il est bien au-dessous de son benchmark, mais aussi pour les temps difficiles que nous traversons, donc à savoir la forte volatilité sur les marchés et la possible remontée des taux qui va bénéficier à l'exposition en sensibilité négative, je le répète, de Lazard Patrimoine SRI. À la question, l'ISR a-t-il un réel impact dans la construction de vos portefeuilles? Vous avez répondu oui à 60%. Donc c'est remonté avec vos 2 interventions. Merci infiniment, messieurs, de nous avoir rendu visite sur ce plateau. Une autre table ronde, je sais qu'elle est chère à ton cœur, Philippe, dans un instant, une table ronde sur la chaîne de valeur, juste après un petit moment de pub. Merci à vous. Merci à vous. Alors notre révolution, nous l'avons lancée avec un peu d'avance en 2021 avec le lancement de Taylor Asset Management. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable de la gestion d'actifs pour les conseillers en gestion de patrimoine. Nous avons fédéré des expertises fortes et régulièrement primées en actions européennes méga tendance, en obligations internationales avec une approche value et en multiclasse d'actifs avec une approche macroéconomique. Nous proposons des solutions d'investissement à forte valeur ajoutée qui vont de la gestion de trésorerie au marché actions, que ce soit en fonds, en mandat, en feed ou en profil.